Donc des coulons, ça vous avez tous trouvé. C'est des coulons en général, on l'écrit C. Alors faites attention parce que des fois, je mélange l'écriture entre les dimensions et les unités. Bon, ça, vous récupérez ça de vous-même. I, c'est des ampères. Après, on a U. Alors, U, c'est justement pas un système international. C'est des volts. Et puis, on a C. C'est des farad. En général, en note C. D'accord ? Donc, on va regarder ce qui est international, ce qui n'est pas dans ce bazar. Donc, ça, c'est unité fondamentale. OK ? Et puis, si je regarde bien, en fait, c'est la seule. D'accord ? Qui est unité fondamentale. Ah oui, dans vos notations, c'est pas 2, c'est B. Hein, chez vous. D'accord. Donc, on va remettre dans vos notations à vous. Bon. Donc, c'est la seule qui est unité fondamentale. Donc, on va s'attaquer au coulomb. Alors, comment on va faire pour retrouver ce que c'est qu'un coulomb ? Quelqu'un a une idée ? Bah, allez-y, il faut vous exprimer, sinon ça va pas avancer. Ouais. On a Q égale à I fois Q. Voilà. On va partir du courant. Donc, on va partir du courant. Vous avez I, c'est des coulombs par seconde. OK ? Donc, le coulomb, la dimension du coulomb, c'est des ampères fois des secondes. Et là, on est bien en unité internationale. Bobo, qu'est-ce que je fais comme bêtise ? Et là, on est bien dans les unités internationales. D'accord ? Là, il est bien donné en SI. Bien, donc là, on est content. Donc, on a dit que l'ampère, on a dit que c'est déjà du SI. C'est déjà du SI, donc ça, on est content. Alors, le volt, maintenant. Le volt, c'est là où on a... J'ai coupé le son parce que... Là, Joël, il se lâche. On va regarder le volt. Alors, à votre avis, de quelle relation on pourrait partir pour retrouver ce que c'est qu'un volt ? Alors, il faut partir de quelque chose. Il faut relier le volt à autre chose que vous connaissez. Alors... Le volt, vous pouvez relier à quoi ? Alors, vous avez... Quelle relation vous connaissez avec un volt ? La tension égale à la charge divisée par la capacité. Q sur C. Alors, vous avez Q égale CV. Donc, ça, c'est égal à Q divisé par C. C'est ça que vous me dites. Alors, là, vous avez raison, mais vous allez avoir un petit souci, c'est que vous ne connaissez pas la dimension de C en SI. Alors, vous serez obligé de retrouver la dimension de C en SI, ce qui n'est pas forcément évident. Est-ce que quelqu'un a une autre idée de relation qui vous relie Q avec C qui va être plus simple que celle-là ? Les volts fois la charge. Ouais. Il y a l'énergie en joule. Voilà. Celle-là, elle va être plus simple. Alors, je vais vous dire pourquoi. Alors,
QV, c'est de l'énergie. Alors pourquoi elle est plus simple que la vôtre, celle-là? Parce que je suis d'accord avec vous que l'énergie, c'est pas non plus une unité du système international, mais ça va être beaucoup plus simple de remonter à l'unité internationale à partir de l'énergie plutôt qu'à partir du C. Alors on va partir de celle-là. Alors on n'est pas complètement sorti d'affaire, mais l'énergie, est-ce que vous voyez comment on va pouvoir le relier à quelque chose du système international? Alors là, il faut peut-être vous souvenir. Alors, on va partir d'un truc. Comment je pourrais vous faire ça? Alors, qu'est-ce que vous pourriez connaître comme formule simple qui vous permet de faire ça? Si une énergie, alors une formule que tout le monde se rappelle bien dans la ouais, voilà, c'est ça. E, c'est un demi de mv2, vous êtes d'accord avec ça? D'accord? Alors M, c'est des kilos. V au carré, c'est quoi comme dimension? Ouais, c'est des mètres par seconde. Donc si on l'élève au carré, ça vous fait des mètres par seconde moins 1 au carré. Et là, on a gagné parce que ça, c'est du SI. D'accord? Ça, c'est du SI. Ça, c'est du SI. D'accord? Les coulomb, c'est pas du SI, mais on vient de calculer ce que c'est. D'accord? Donc, si je remets tout ça ensemble, j'obtiens ici que des coulombs. Alors, je vais essayer de vous faire un truc qui peut vous intéresser. Ça, on va le mettre là. Donc, c'est des ampères fois des secondes fois V est égal à l'énergie, 1 demi de M. Donc ça, c'est ce terme-là. Fois des mètres carrés. Alors, il ne faut pas que je fasse attention parce que ce M-là, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire sous la forme de kilogrammes. Et puis, j'ai encore des mètres carrés. Seconde moins 2. Et ça, c'est ce terme-là. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est bon? Donc, vous voyez, je vous ai remis ici avec des flèches d'où viennent les différents termes. Ce terme-là, il vient de là. Ce terme-là, il vient de là. Ce terme-là, il vient de là. D'accord? Ce terme-là, c'est les deux, on est bien d'accord. C'est ces deux termes-là qui viennent de là. Merde, excusez-moi. C'est ces deux termes-là qui viennent de là. OK? Vous n'hésitez pas à poser des questions s'il y a des points de calcul qui vous embêtent. Alors maintenant, une fois que j'ai tout ça, eh bien j'ai V, d'accord? Facile. Donc j'obtiens que V, la dimension de V. Allez, je vous laisse calculer. Le premier qui trouve, il me le donne. OK? Régulièrement. Donc on obtient pour V les dimensions suivantes. Donc il nous reste des kilogrammes, une masse. Pour ce machin, on obtient une masse, d'accord, qui vient des kilogrammes. Ensuite, on obtient alors des mètres carrés, ça reste toujours vrai.
Le temps, ça devient un -3. Et puis, on avait quoi encore qui traînait? C'était quoi là-bas? Je ne me rappelle plus. C'est un temps puissance -2, c'est ça? Non, c'est C'est un ampère puissance -1. D'accord, c'est ça, je ne me suis pas trompé. C'est ça. Si je me trompe, vous me le dites. Et là, pour le coup, on est bien en SI. Ok? Bien, alors maintenant, le dernier qui nous demandait, c'était la kappa. Alors là, la relation la plus facile à faire, c'est évidemment Q égale CV. D'accord, ça c'est facile. Puisque le Q, on sait que c'est des ampères secondes. V, on vient de le calculer. On a dit que c'était des ampères, on a dit que c'était des kilogrammes, kilogrammes mètre carré, seconde -3, ampère -1. Ce qui vous donne immédiatement que la kappa, c'est des ampères -1 fois des secondes fois des kilogrammes -1, des mètres -2, des secondes +3 fois des ampères +1. D'accord? Donc ce que j'ai fait là, comme je la passe de l'autre côté, cette relation-là, j'inverse simplement toutes les puissances. Okay? Quand je passe d'un côté et de l'autre, j'inverse simplement toutes les puissances. Donc ça me donne, pour la dimension de C, les ampères s'en vont. D'accord? Qu'est-ce qui me fait là? Putain, cette vidéo, elle marche quand elle veut. Donc ce qui me donne... pardon, excusez-moi, j'ai oublié un signe, c'est un +1. Donc ce qui me donne pour C, des ampères carrés. Des ampères carrés, excusez-moi. Des ampères carrés. D'accord? Des secondes puissance 4. Des kilogrammes -1. Des mètres -2. Ok? Donc ça vient simplement, donc si vous regardez un peu, les ampères, ici j'ai des ampères, ça me fait des ampères carrés, une seconde +3, ça me fait une seconde +4, et puis ici le kilogramme il est tout seul, donc il reste, et ici le mètre carré qui est tout seul, donc il reste ici aussi. D'accord? C'est simplement une façon de compter, la seule chose, ces deux ampères là s'ajoutent, le S et le S3 s'ajoutent, le kilogramme -1 et le mètre carré, bon bah ils s'ajoutent comme ça. Et donc dans ce cas-là, j'ai à nouveau obtenu ici la capacité dans les unités internationales. Alors, ce que vous voyez quand même, c'est que ces unités, elles ne sont pas tout le temps utilisées parce qu'elles sont vachement compliquées. Donc en fait, en général, on préfère utiliser mettre C en farad. C'est beaucoup plus simple. C'est pour ça qu'on a inventé ce qu'on appelle les unités dérivées du SI. Parce que sinon, on ne s'en sortirait pas. Okay. C'est pour ça qu'ici, par exemple, vous avez ce que je vous présente dans ce tableau-là. C'est sur la charge. Est-ce qu'on peut charger une capacité? Donc ça, j'ai une sphère plutôt. Hein, on appelle ça une capacité, la sphère dans le vide. Et donc, on va vous faire un petit exercice tout bête, qui est de prendre une pile de 9 volts. Donc, vous savez tous ce que c'est qu'une pile de 9 volts. Et regardez, est-ce que ça peut charger une petite sphère d'aluminium à une tension de 9 volts. Voilà. Donc, vous prenez une petite bille d'aluminium de 1 cm. Vous voyez tout ce que c'est. Hein. Vous prenez une feuille d'aluminium, vous la pliez entre vos doigts sur 1 cm. Alors, d'abord, ce qui est intéressant, le premier ordre de grandeur qui est intéressant pour vous, c'est ce que représente une mole de métal. Hein. Alors mettez-vous dans la tête, si on vous demande un jour ce que c'est qu'une mole physiquement, pour un métal, une mole c'est à peu près 1 cm3 de métal. Donc dans 1 cm3 d'un métal quelconque, vous avez à peu près 10 puissance 23 atomes. Voilà, l'ordre de grandeur c'est ça. Donc une mole d'aluminium, c'est à peu près une petite bille qui fait 1 cm, allez, de l'ordre du centimètre de rayon. Un truc comme ça. Là vous avez une mole d'atomes.
Ça vous donne une réalité concrète à ce qu'on appelle une moule. Ok. Et donc, cette petite moule de métal, est-ce que je peux la charger à une tension de 9 volts? Voilà. C'est ça la question qu'on vous pose. Bien. Alors, si vous voulez, ces histoires de kappa, alors c'est toujours un petit peu difficile à appréhender. Ce qui se passe, c'est que une capacité, en gros, c'est la capacité, comme on dit, d'un conducteur à accepter des charges électriques. D'accord. Donc, dans le cas d'une sphère, ça dépend de son rayon. Dans le cas d'un plan, ça dépend de sa surface. Mais à la limite, ça, on s'en fiche un petit peu. D'accord. Ce qu'il y a, c'est combien de charges je peux absorber et combien il va varier son potentiel quand je lui amène des charges. Alors, vous avez vu la capacité de la sphère, donc qui varie comme R. Et alors, il y a un autre objet sphérique que vous connaissez bien, c'est quoi? Un très gros objet sphérique que vous connaissez bien. Avec plus fort. Ah ouais, alors le soleil il est vachement gros, c'est sûr, mais même pas aussi gros que ça. Un très très gros, mais un peu moins gros que le soleil, enfin beaucoup moins gros que le soleil quand même. La Terre. La Terre, c'est une capacité sphérique. Qui est quand même une belle bête quand même, c'est 6400 km de rayon. D'accord. Elle est tellement grosse que les gens croient qu'elle est plate. Alors elle est plate, les gens croient qu'elle est plate, pourquoi? Parce que si vous définissez son rayon de courbure, le rayon de courbure, c'est la quantité la variation du rayon par angle. C'est-à-dire que quand vous changez d'angle, le rayon varie tellement peu parce qu'elle est très très grosse, la Terre, que finalement les gens ils croient qu'elle est plate. Alors, maintenant on croyait que c'était fini, mais apparemment il y a encore des gens qui croient qu'elle est plate. Enfin, elle n'est pas plate, c'est une grosse sphère. Donc, si c'est une grosse sphère, sa capa elle est comment? Là, vous avez la formule dans le cours. Une grosse sphère, la capa elle est comment? Regardez votre cours, hein, comme le point salut, c'est marqué dessus. Hein. Je ne vous montre pas le chiffre, hein. Je vous demande, elle est grosse ou elle est petite? Elle est grosse. La capacité de la Terre est très très grosse, ce qui fait que, essentiellement, quand je vais charger la Terre, j'ai beau lui amener des charges, son potentiel va quasiment pas varier. Elle est tellement grosse qu'en gros, on va considérer que le potentiel de la Terre est toujours nul. C'est pour ça qu'on dit qu'on met un objet à la Terre. C'est pour ça que quand vous faites de l'électricité, vous avez toujours ce qu'on appelle la Terre, enfin ce qu'on appelle la masse ou la Terre dans les prises électriques, c'est un fil qui est relié à la Terre. Pourquoi? Parce que sa capacité est tellement grosse qu'on considère que si vous avez un court jus dans votre circuit électrique à la maison, eh bien, le courant, il va passer dans la Terre, et sa capacité est tellement grosse que vous aurez beau lui envoyer des électrons, sa tension ne variera jamais. Elle restera toujours égale à 0. D'accord. Et donc, électriquement, vous ne chassez rien, vous serez toujours sur le potentiel. Ok. Alors, il y en a qui n'ont pas compris le problème de la sphère dans le vide. Alors ça, c'est uniquement un problème de géométrie, la sphère dans le vide. Parce qu'effectivement, il y en a qui sont perturbés par cette histoire de sphère dans le vide. En particulier le dessin, c'est ce que m'avait fait remarquer. Alors, ça, c'est uniquement un problème de dessin dans votre tête. Parce que vous avez la capacité plan, les gens comprennent bien la capacité plan. Bon. La sphère dans le vide, vous avez qu'à imaginer que vous éloignez beaucoup les plans. D'accord. Et puis qu'un des deux plans, vous en faites un très grand rond qui entoure l'autre plan. D'accord. Et à ce moment-là, alors je vais vous faire le dessin, tenez, sur un tableau. Voilà, vous avez votre capacité plan ici. Donc la capacité plan, c'est ça. Vous avez ici un plus, puis ici un moins. Là, vous allez éloigner le truc.
Puis à la fin, vous allez vous démerder pour que le moins entoure le plus. Vous allez faire un truc comme ça. C'est ce que je veux dire. J'ai mon plus qui est là, qui charge cette plaque-là. Je peux le faire mieux. Donc là, j'ai le moins. Puis là, j'ai toujours le plus qui charge cette plaque. Vous voyez, c'est-à-dire qu'en fait, j'ai simplement cette plaque-là. Cette plaque-là, elle est toujours là. Celle-là, elle s'est mise à entourer l'autre. D'accord ? À partir du moment où j'en suis là, cette plaque-là, je la fais devenir de plus en plus grande. C'est-à-dire qu'elle tend vers l'infini, cette plaque-là. D'accord ? Donc si elle tend vers l'infini, je me retrouve finalement uniquement avec ma plaque-là, que je charge plus, ma plaque moins, et le moins qui est là, et le moins qui est là, et le moins il est tellement grand que c'est comme s'il était relié à la Terre. Vous voyez ? Parce que la sphère, elle est à l'infini, elle est tellement grande qu'elle est à l'infini. Ok ? Et la dernière étape, c'est que ma moins, elle est toujours à l'infini, et mon plus, j'en fais une sphère. D'accord ? Parce que vu de très très loin, un plan ou une sphère, c'est à peu près la même chose. D'accord ? Alors pourquoi on calcule une sphère plutôt qu'un plan ? Essentiellement, c'est plus facile de calculer une sphère qu'un plan. Voilà. On a des formules magiques qui nous font calculer très facilement une sphère. Ça serait moins facile de calculer un plan, mais ça donnera à peu près le même résultat. D'accord ? Donc en gros, entre ça et ça, vous voyez que physiquement, c'est à peu près la même chose. Ok ? Il n'y a pas, si vous voulez, d'un point de vue, comme on dit, d'un point de vue topologique, il n'y a pas de différence. Je peux déformer ça pour obtenir ça continuellement. D'accord ? Sans avoir besoin de le déformer. Ce qu'on appelle continuellement, c'est-à-dire que vous pouvez prendre ces traits-là, les déformer, les refermer, j'ai pas besoin de couper des fils. Donc c'est la même chose. Voilà. Bon, alors ceci dit, ça répond pas à ma question de la petite sphère. Donc, on a dit que la kappa de la sphère isolée c'est C est égal à 4pi epsilon 0 R. Donc, vous avez Q est égal à CV, qui est égal à 4pi epsilon 0 R fois B. D'accord avec moi ? Et si vous mettez des chiffres, vous allez trouver, sauf erreur de ma part, 2,5 10 moins 12 coulombs. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi pour ceux qui ont fait le calcul ? Alors, je peux faire des fautes de calcul. Donc, en général, s'il m'arrive de faire des fautes de calcul, enfin, bon, à votre niveau, pas trop, mais à des niveaux plus élevés, ça m'arrive souvent. Si vous trouvez un calcul, si vous travaillez une feuille, que vous trouvez que le calcul, vous n'êtes pas d'accord avec mon résultat, refaites-le une troisième fois, une quatrième fois. Si vraiment vous ne trouvez pas le même résultat, vous tapez pas la tête contre les murs pendant une demi-heure. Vous écrivez sur le WhatsApp en disant je trouve pas la même chose. Est-ce que quelqu'un peut refaire le calcul pour vérifier qu'il y a bien qui a raison, d'accord ? Je peux très bien m'être trompé, c'est pas la peine que vous passiez une demi-heure sur une valeur numérique, d'accord ? Alors, si on veut convertir ça, donc pour convertir, vous savez qu'un électron, c'est 1,6 10 moins 19 coulombs. Un électron, ça n'a pas beaucoup de charge, d'accord ? Donc on a que Q est égal à 2,5 10 moins 12 divisé par 1,6
10 moins 19, c'est égal. 1,6, 10 puissance 7 électrons. Ah, ça fait 10 millions d'électrons. Mais, le nombre d'atomes dans la sphère, donc ça c'est la question B. Le nombre d'atomes dans la sphère. Lui, c'est le nombre d'Avogadro. D'accord ? Ouais. Vous pouvez me parler plus fort, s'il vous plaît. Le quoi ? Epsilon 0. Comme valeur ? Oui, comme valeur. Je sais plus, 10 moins 10 ou 10 moins 11, je sais plus combien ça vaut. Vous voulez qu'on regarde la valeur exacte ? Je voudrais que je vous donne la valeur exacte. Attendez. On a en relatif, on polarise 1,6 10 puissance 7 divisé par N0. Et vous trouvez que vous polarisez 2,6 10 moins 17 électrons par atome. C'est-à-dire, en fait, c'est très proche de 0. Ce que je veux dire par là, le but de ce chiffre, c'est pas tellement de donner un chiffre scientifique. Ce qu'on veut vous faire retenir, c'est que quand vous polarisez une sphère de 1 mole, donc en gros, si vous polarisez une petite sphère de 1 cm, vous la branchez à une pile de 9 volts, le nombre d'électrons que vous avez amené sur votre sphère, c'est à peu près que dalle. D'accord ? Par rapport au nombre d'atomes que vous avez dans votre sphère, c'est à peu près que dalle. Alors par contre, il y a quelque chose que je voulais discuter avec, que j'ai déjà discuté avec l'un d'entre vous. Quand je branche ma sphère à un générateur, j'amène des charges, j'amène des charges, j'amène des charges, j'amène des charges, j'amène des charges. Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment ? Est-ce que quelqu'un a une idée ? Quand j'amène des charges négatives à quelque chose qui est déjà chargé négativement, qu'est-ce qu'elle ressent, ma charge négative ? Voilà, je continue à charger négativement. Et maintenant, je veux apporter une nouvelle charge négative. Qu'est-ce qui se passe ? Pardon ? Elles seront ? Alors, il y a un premier phénomène sur lequel vous avez tout à fait raison. C'est que, comme j'ai déjà amené beaucoup de charges, et je vais en amener une de plus j'en ai déjà amené, plus c'est difficile d'amener la suivante. D'accord ? Et donc, plus ça va, moins ça va, je dirais. Donc ça, c'est un phénomène sur lequel vous avez tout à fait raison, qui intervient. C'est qu'en gros, amener la n plus unième, c'est plus dur que d'amener la nème. Ça, vous avez tout à fait raison. Mais il y a un autre phénomène sur lequel je voudrais vous attirer. Quelle force va ressentir la n plus unième charge ? Quelle force ressent la charge quand je l'amène sur quelque chose de chargé ? Ouais. La tension va augmenter, vous avez tout à fait raison. Et la charge que j'amène, est-ce qu'elle ressent une force ? J'ai une charge négative que j'essaye d'amener en face d'autres charges négatives. Qu'est-ce qu'elle ressent comme force ? Elle va être tout à fait. Elle va être repoussée. Donc, vous imaginez le problème. J'ai une sphère, j'amène des charges négatives, des sphères négatives, des charges négatives. La force qu'elle ressent, elle est proportionnelle à quoi ? Là, vous l'avez vu dans votre cours.
regardez dans votre cours, la force qu'elle ressent, elle est proportionnelle à quoi? Hmm? Elle est proportionnelle à la charge. Et c'est le produit des charges. Donc, la force que ressent l'électron est proportionnelle au produit des charges. Ça veut dire quoi? Une des charges, c'est la charge de l'électron. Elle ne bouge pas. Pas de problème. Par contre, l'autre charge, c'est la charge qui est déjà sur la sphère. Or, cette charge, elle augmente de plus en plus. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, plus ma capacité est chargée, plus ma sphère est chargée, plus la force que ressent l'électron que je veux amener va être forte. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qui va se passer au bout d'un moment? Un phénomène que vous connaissez, hein, d'ailleurs. Ben, au bout d'un moment, l'électron, il va être arraché. Je vais pousser dans la charge, je vais pousser l'électron dans la charge, clac, ce qu'on appelle un claquage. Alors, si vous allez au Palais de la Découverte, ils vous font ça très bien. Ils vous font un effet Dark Vador, si vous voulez. C'est-à-dire qu'ils vous font tenir... Enfin, en général, c'est l'animateur qui fait ça, parce que les gens ont peur. Alors, ils ne le font pas directement avec les doigts, parce qu'il paraît que ça picote un peu, quand même. Ils vous font tenir une baguette métallique, et ils vous chargent. Donc, ils vous chargent. Alors, ils vous montent à un potentiel extrêmement élevé. Alors, c'est pas très dangereux, parce que vous verrez, enfin, pour vous qui faites de la bio, c'est important, c'est que un des paramètres importants, c'est pas tellement la charge, c'est la puissance. C'est UI, c'est la puissance qui est dissipée dans votre corps. Ça, c'est important. La tension toute seule, c'est pas très important. Ça veut dire que c'est des tensions élevées, mais il n'y a pas de courant. Donc ça, c'est pas très très important. Donc vous avez une tension très élevée, et au bout d'un moment, il vous charge, il vous charge, il vous charge. Et au bout d'un moment, il ne peut plus vous charger parce que votre capacité n'est pas suffisante. Donc l'électron qui arrive là, il ressent une force négative tellement forte que clac, ça claque. Et vous voyez un petit éclair qui part au bout de la baguette du mec, qui va vers la base, vers un truc métallique ailleurs. Donc, au bout d'un moment, ce qu'on appelle un claquage. Vous voyez un petit éclair qui part. Alors, ça se fait avec des manips plus simples. Vous avez simplement vous tournez, puis vous avez entre deux sphères un éclair qui part, ce qu'on appelle un claquage. D'accord? Dans les capacités, ça se voit. En général, quand vous claquez un truc, ça pue un peu. C'est parce que vous avez le courant qui passe entre les deux plaques de votre capa. Et en général, c'est des capas électrochimiques, donc ça pue quand vous avez l'électricité qui passe entre les deux. D'accord? Donc, vous chargez, vous chargez, vous chargez, vous chargez, et clac, ça casse. Donc quand vous avez une capa, qu'on vous donne la capacité, la charge, l'unité en microfarad qu'on vous donne, si vous dépassez, en général, ça claque. D'accord? Donc c'est simplement votre électron, vous le poussez, vous le poussez, vous le poussez, et puis à un moment, vous avez beau pousser, plaf, ça part dans votre sens. Vous faites un petit éclair comme ça. D'accord? Alors les nuages, c'est un peu ce qui se passe. Alors c'est un peu plus compliqué les nuages, mais c'est quand même un peu ça qui se passe. Vous chargez les nuages tellement fort, plaf, ça passe. Alors c'est un peu plus compliqué parce que les nuages, il faut qu'il y ait quand même un chemin pour que ça passe. Ça passe pas dans le vide, les nuages, ça passe dans des chemins... Un chemin un peu plus compliqué. Enfin, essentiellement, c'est ça. Alors, on va faire un petit peu le dernier exercice qui ressemblera à ça. On va faire l'exercice suivant, alors qui vous pose la même question, mais de façon un peu plus complexe. Alors, qui est l'exercice, alors je ne sais pas si c'est le 4 chez vous, chez moi c'était le 4, celui où on branche un générateur à un générateur de courant. Alors là, c'est un peu le problème inverse. C'est un petit peu le problème inverse, c'est-à-dire la question, c'est de dire, est-ce que c'est possible de brancher une sphère à un générateur de 1 ampère et de la charger pendant 1 heure? D'accord? Est-ce que vous allez y arriver ou est-ce que vous allez avoir un petit problème? Ok? Voilà. Donc l'idée, je vous rappelle de ce truc-là, j'ai la masse, je mets un générateur, je mets ma petite sphère qui va se charger, poum 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 poum. Donc, alors la formule qu'on vous demande d'utiliser ici, elle était un petit peu cachée. Enfin, on vous demande d'utiliser que le courant, c'est dQ sur dt. Bon, à la limite, ça, c'est pas un scoop, hein. Donc, si je le transforme, ce truc-là, j'obtiens que dQ est égal à I dt.
Bon, là, je vous le fais version smart avec des intégrales et tout. En fait, comme le i est constant, c'est assez trivial à faire, mais bon, là, on va faire ça comme les gens qui ont fait les bonnes écoles. D'accord. Donc, si j'écris, ce que j'obtiens, c'est que la charge est égale à l'intégrale entre t0 et t de i dt. D'accord. Donc c'est égal. Alors comme i est constant, alors là, comme i est constant, j'écris que ça c'est égal à l'intégrale entre t0 et t de dt. Et ça c'est égal à i fois delta t. Boum. Ça fait vachement bien écrit comme ça. Voilà. Et donc, si je remplace ça, ça me fait que Q. C'est égal à 1 ampère fois 3600. C'est égal à 3600 coulombs. Alors la seule question, c'est de savoir est-ce que 3600 coulombs, c'est beaucoup ou c'est pas beaucoup. Parce que moi, vous me dites ça comme ça, j'en ai aucune idée. Parce que les coulombs, on n'a jamais l'habitude de les manipuler. Ce qu'on sait manipuler, c'est les volts. Ok. Alors, ce qu'on sait par contre, c'est que Q est égal à CV. Ça, on ne se mouille pas trop en disant ça, ce qui entraîne que V est égal à Q sur C. Ça doit le faire. Et ça fait Q, et C, c'est 4 pi epsilon 0 R. Alors, le seul truc qui est un peu chiant, c'est que vos R. Bon. Bon. Alors, il vous donne quoi dans l'énoncé? Il vous donne la masse molaire, volume molaire, c'est ça? Une molle d'aluminium en forme de sphère. Ouais, il vous donne pas un truc pour aller plus loin, non? Non. Il vous donne ni volume molaire, ni rien. Il y a celui de l'exercice au-dessus. Ouais, mais au-dessus, il donne quoi comme volume molaire? 10 cm cubes. Le volume molaire. Pour le volume molaire. Mais c'est ce qu'ils disent à l'exercice C. Alors est-ce que c'est pareil? Bah, si c'est toujours de l'aluminium, c'est tout de l'aluminium dans les deux cas. Oui. Bah, le volume molaire, a priori, il change pas entre deux exercices, quoi. Enfin, j'espère. J'espère que... Moi, je l'avais calculé à combien? Ah ouais, j'ai trouvé pareil que lui. C'est du bol. Hein. Donc, c'est 10 cm3 par mol, c'est ça? C'est ça qu'il donne, lui. Bon. Donc, 10 cm3 par mol. Bon, on est d'accord. D'accord. Donc, 10 cm3 par mol. Donc, une mol. Correspond à 10 cm3. Et ça, c'est 4 tiers de pi r cube. Ok. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube, on est bien d'accord. Ce qui entraîne que le rayon de la sphère est égal à 3K 3 sur 4 pi de 10 puissance 1 tiers, et vous trouvez, sauf erreur de ma part, 1,33 cm. Ok.
Vous obtenez donc une tension qui vaut Q sur C, qui est égale à 3600 divisé par 4pi epsilon 0 fois 1,33 10 moins 2. Alors vous voyez que ce qui est très gênant ici, c'est ce epsilon 0 là, qui vaut 10 moins 10. Ça vous fait un 10 moins 10, 10 moins 12, fois un 10 puissance 4, ça va vous faire un 10 puissance 8. Et vous trouvez effectivement une tension qui vaut de l'ordre, alors on s'en fiche un peu des chiffres, mais de l'ordre de 10 puissance 15 volts, sauf erreur de ma part. Donc, ça fait un tantinet beaucoup. Et alors, ce que vous pouvez voir maintenant, c'est que ouais. Vous avez pris epsilon 0 égale à Bah, ce qu'on a vu tout à l'heure, 10.11, je suppose. Alors maintenant, l'énergie stockée dans ce truc-là, l'énergie, c'est 1,5 de Q fois V. Alors c'est aussi égal à 1,5 de Q2 sur C. Et c'est égal à 1,5 de CV2. D'accord? Et vous trouvez quelque chose de l'ordre de 10 moins 19 joules. 10 puissance plus 19 joules. Ok? Et alors ce qui est intéressant, c'est que si vous reliez ça à une centrale de 1 gigawatt, alors pourquoi je dis 1 gigawatt? C'est parce qu'une tranche de centrale nucléaire, ça fait à peu près 1 gigawatt. D'accord? En France, on a une cinquantaine de tranches de centrales nucléaires, et une tranche de centrale, c'est 1 gigawatt. Donc on dispose d'à peu près 50 à 70 gigawatts de puissance de production d'électricité en France. Enfin, comme si on rajoute les centrales thermiques, on a une petite centaine de gigawatts, typiquement. Et donc si vous prenez une puissance d'un gigawatt, il faut à peu près 27, il faudrait 27 10 puissance 8 heures. Voilà. Autrement dit, pourquoi on fait... Alors, ça, vous ferez les calculs vous-même, hein, je vous incite à les faire. C'est un petit exercice à quoi comme but? De vous montrer que ce petit problème tout bête, c'est que si vous voulez charger une petite sphère pendant 1 heure avec un courant de 1 ampère, en fait, vous arrivez à des chiffres complètement délirants. En gros, c'est pas possible. Si vous voulez charger 1 ampère avec une sphère de 1 ampère, ça représente une énergie que vous stockez dans votre sphère qui est phénoménale. D'accord. De toute façon, alors, le truc aura claqué bien avant. Vous ne montrez jamais une sphère à 10 puissance 15 volts. Hein, le truc qui va claquer tout de suite. Et vous ne la chargerez jamais comme ça. D'accord. Et alors, en plus, l'énergie que vous stockez est tellement gigantesque que vous arriverez, il faudra une centrale nucléaire pour la stocker pendant une journée totale et pour la charger. Donc, ce que je voulais vous dire par là, c'est qu'une sphère comme ça, vous allez la monter à quelques volts, à peine plus. Mais le problème, c'est comme l'énergie devient de plus en plus dure à stocker dedans, vous allez arriver au fait qu'au bout d'un moment, ça ne devient pas raisonnable du tout et vous n'arrivez plus du tout à stocker de l'énergie. Voilà, donc ça c'est pour... Alors il y a un truc qui n'est pas tout à fait vrai à mon avis là-dedans, dans ce calcul, qui à mon avis est négligé, c'est le fait que comme l'énergie justement n'est pas linéaire avec le temps, ça se fait de plus en plus dur, en fait là il y a un facteur qui est faux à mon avis. Parce qu'au début vous allez charger très vite, c'est vers la fin que ça. Ok? Voilà, donc je vous envoie ça et je vous mets en ligne les corrections tout à l'heure. Ok? Voilà, je vous souhaite une...